يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho. Nous allons développer deux thèmes ce soir, à commencer par celui du secteur bancaire en Algérie qui renoue avec le crédit en 2024 à la faveur d'un rapport positif dévoilé par la Banque d'Algérie. Des performances qui s'inscrivent dans la dynamique de réforme qui touche ce secteur vital pour l'investissement, mais aussi pour la consommation. Nous verrons entre autres quelle sera la lecture des experts présents sur le plateau ce soir, mais aussi quelle sera la marge dont disposeront les opérateurs économiques pour tirer profit de cette dynamique. En deuxième partie d'émission, nous ferons la lumière sur le moteur économique franco-allemand. Grippé, enrayé depuis quelques années déjà, la France-Allemagne n'est plus que l'ombre d'elle-même. La puissance de frappe de l'Union européenne, contrainte de lâcher du lest face aux nouvelles réalités économiques, concurrence, compétitivité, désindustrialisation, zone énergétique ou encore financiarisation de l'économie. Pourquoi, comment et dans quelle mesure cela s'est produit? La réponse dans les pros de l'écho, juste après ça. Et pour m'accompagner ce soir sur le plateau des pros de l'écho, Idil Sassi, expert international en économie et finance. Bonsoir Monsieur Sassi, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. À vos côtés se tient Sofiane Mazari, banquier, également expert en finance. Bonsoir Monsieur Mazari, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, bonsoir à tous. Allez, par visioconférence, nous aurons également Brahim Gendouzi, économiste, enseignant à l'université Mouloud Maameri de Tizi Ouzou. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation, bonsoir. Également depuis Marseille, Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie, est avec nous. Bonsoir Nazim, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour votre invitation et je salue mes camarades qui sont sur le plateau et M. Gendouzi également qui est en visio. Allez, sans plus tarder, pour planter le décor, un petit sujet signé rédaction des pros de l'écho concernant ce fameux rapport de la Banque d'Algérie sur la reprise du crédit pour le secteur bancaire algérien. Le secteur bancaire algérien confirme sa solidité et sa capacité de financement avec un bilan en 2024 marqué par une dynamique positive, tant au niveau de l'octroi de crédit qu'en matière de collecte des ressources. C'est ce qui ressort du rapport annuel publié par la Banque d'Algérie, mettant en lumière des indicateurs financiers confortables. Les crédits à l'économie ont enregistré une hausse de 5,3% par rapport à 2023. Une progression qui témoigne le soutien continu du secteur bancaire au financement de l'économie nationale. Les industries manufacturières restent les premiers bénéficiaires des financements, suivis par le secteur de la construction, principalement pour des crédits à long terme. S'agissant du taux de change, la Banque centrale indique que pour la deuxième année consécutive, le dinar algérien s'est apprécié face aux principales devises. En 2024, le secteur bancaire algérien a maintenu une bonne solvabilité, enregistrant une hausse de 12% du résultat net, porté par une dynamique économique positive. Ces indicateurs confirment la solidité du système bancaire national, capable de répondre efficacement aux besoins de financement tout en renforçant l'inclusion financière. Un sujet signé Mohamed Wali Ben Chaaban. Messieurs, place au débat. Idil Sassi, le secteur bancaire algérien a réalisé de bonnes performances en 2024. C'est la Banque d'Algérie qui l'annonce, qu'il s'agisse de solvabilité ou de liquidité. Les banques algériennes ont rendu plutôt une bonne copie. Ce rapport, vous l'avez eu entre les mains, Idil Sassi. Qu'est-ce que vous en retenez essentiellement? Je retiens une bonne évolution
L'effort pour la bancarisation, on le voit, mais d'autres efforts aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des pas importants envers certaines banques publiques, pour notamment l'entrée en bourse de grandes banques publiques. Je pense qu'il y a une certaine dynamique. Au nombre de deux, pour l'instant. Exactement. Il y a une certaine dynamique. On voit le résultat peut-être de ce changement d'approche par rapport peut-être au management et puis une approche de performance. En bourse, ce n'est plus la même chose. Nous avons des actionnaires. Il y a une certaine rigueur par rapport aux résultats, mais aussi par rapport à la gestion en termes de conformité, de gestion des risques, de performance par rapport au recouvrement. Pour les banques publiques, c'est important. Et puis, il y a d'autres évolutions. Et puis, il y a une certaine reprise dans certains secteurs, parce que ce rapport, il parle des banques pour le crédit, mais on oublie aussi certains chiffres qui sont passés par la bourse. Il y a eu quand même des appels publics pour des levées de fonds qui sont passés par un autre canal, qui peuvent aussi montrer une certaine reprise, une certaine dynamique par rapport au crédit. Et je laisserai mon collègue parler aussi des performances de la finance islamique qui, à mon avis, commencent à jouer un rôle de plus en plus important. Sofiane Mazali, ce que vous retenez synthétiquement de ce rapport? Alors d'abord, je confirme un peu la vision de mon collègue Edel, c'est que c'est plutôt un rapport qui est positif. C'est un rapport également qui met en exergue un certain nombre de constats qui sont tout à fait factuels par rapport à la solvabilité de la place, par rapport à la liquidité de la place et globalement sur la solidité de la place bancaire algérienne. Ce sont des signaux qui sont très forts, notamment pour l'étranger, pour l'économie nationale, mais également à l'échelle internationale. Nous avons quand même en Algérie un système bancaire qui demeure stable, qui est résilient. On a bien vu cette capacité de résilience lors de la crise Covid et une supervision bancaire qui est réalisée par la Banque centrale, dans les standards internationaux. Ça, c'est le premier point qui est très important. Deuxième point, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont repris dans le rapport qui font ressortir une espèce de dynamique qui s'instaure un peu dans la place bancaire, notamment par rapport, le reportage tout à l'heure a mis en exergue l'augmentation des crédits à l'économie à hauteur de 5,3%, mais il y a également la collecte de l'épargne qui a augmenté pratiquement de 9%. C'est des indicateurs qui sont très importants. Et il faut rappeler également que 2024, à la fin de 2024, il y a eu un nouvel agrément, donc il y a une nouvelle banque qui s'est installée en Algérie, une banque étrangère, donc à capital étranger. Zeraat Bankassi, la turque. Voilà, pour ne pas la nommer, une banque turque qui vient de s'installer, et c'est ce qui dénote un peu de cette confiance que même les étrangers ont en la place bancaire algérienne. Maintenant, en termes de politique monétaire, et ça, il faut vraiment le souligner, c'est que la Banque centrale a joué un rôle très très important et pour la stabilisation ou la maîtrise de l'inflation. C'est d'ailleurs un des objectifs principaux de la Banque centrale d'Algérie. Et il y a une maîtrise de l'inflation qui a été réalisée par la Banque d'Algérie, donc d'une façon très souple et avec efficacité. Et il y a également cette appréciation donc, du dinar. En moyenne, en 2024, le dinar s'est apprécié de 5,8%. Et ça marque également, ou ça met en exergue la confiance que les opérateurs économiques vont avoir dans la monnaie locale. Et ça présage également d'une augmentation des dépôts, parce que les gens vont être plus enclins à faire des dépôts au niveau des banques. Et c'est des indicateurs qui sont très importants. Et il y a également une nouvelle approche qui a été adoptée par la Banque centrale dans tout ce qui a un lien avec la prévision ou la prospective. Et c'est ce qui a permis apparemment à cette entité donc, d'avoir ce niveau de maîtrise de l'inflation. Et il y a également un autre aspect, peut-être un dernier point qui est très important, c'est qu'il y a deux
disons, deux secteurs ou sous-secteurs du secteur bancaire qui ont quand même affiché des indicateurs très importants. Il y a la finance islamique avec des taux de croissance à deux chiffres, donc 16% pour les dépôts, 17% pour les financements. C'est une niche du secteur bancaire qui évolue très très bien. Mais il y a également, on oublie de le souligner, c'est tout ce qui a un lien avec les paiements électroniques, paiements de proximité, paiements sur Internet, etc. Et là, nous avons vu dans le rapport des taux de croissance qui sont très importants. Par exemple, pour le paiement sur Internet 2024 par rapport à 2023, c'est 46%, c'est quelque chose de très très important. Et donc, c'est également un rapport qui met en exergue les premières retombées des politiques, disons, publiques qui ont été prônées par le gouvernement algérien en termes d'inclusion financière, d'encouragement donc de la digitalisation également, parce on peut constater qu'il y a une efficacité opérationnelle un peu plus prononcée. Les banques gèrent mieux le coût des opérations. Et ça, c'est une des retombées donc, de la digitalisation des processus. On va y revenir dans les détails, Sofiane Mazali. Merci. Nazim Sini, alors, globalement, la Banque d'Algérie estime que le bilan du secteur bancaire algérien est confortable, soulignant que les banques disposent de fonds propres supérieurs au niveau minimum requis. Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie nationale ? Écoutez, cela signifie clairement que les banques, d'abord, ont respecté certaines normes prudentielles, évitant une surexposition au risque. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer, sans pour autant entraver, si vous voulez, la volumétrie des crédits qui ont été octroyés à l'économie, notamment aux opérateurs privés et publics. Il faut noter aussi la progression des services financiers, puisqu'en fait, si vous voulez, au-delà de la création monétaire à travers les crédits qui ont été octroyés, il y a aussi une progression des facilités de caisse, une progression également des dépôts sur compte courant, des placements, etc. Également des autorisations de découvert, ce qui fait que ça dénote une dynamique économique et surtout que les banques, finalement les banques commerciales, ont joué le jeu en accompagnant justement l'investissement qui est un des moteurs essentiels de la croissance économique algérienne. Et surtout, si vous regardez ce rapport d'un peu plus près, vous allez voir que l'ensemble des crédits octroyés ont été octroyés essentiellement pour des industriels dans le domaine de la manufacture, c'est-à-dire la fabrication d'objets. Et là encore, ça montre qu'il y a un processus d'industrialisation qui est en train d'être accompagné par le secteur bancaire. Et surtout, vous savez, ce qui est très important, quand on veut accompagner l'essor d'un pays en voie de développement ou qui aspire à l'émergence comme notre pays, il faut absolument le reposer sur une stabilité financière. Donc, et cette stabilité financière passe par justement une disponibilité des liquidités, des normes de prudence aussi qui soient respectées. Et c'est pour ça que effectivement, nos banques ont des bilans solides, ont une capitalisation qui est aussi très intéressante. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le risque d'un effondrement financier systémique est quasi inexistant dans notre pays. Et ça aussi, voilà, est totalement écarté. Donc là aussi, c'est une preuve, encore une fois, que les politiques ont été menées en matière monétaire et en matière financière ont porté leurs fruits. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très important. Maintenant, il faut encore redoubler d'efforts parce qu'il y a encore des difficultés d'accès. Je pense notamment aux startups, aux sociétés de services qui ont du mal encore à avoir accès au crédit bancaire. Également, renforcer l'inclusion financière puisque vous savez que le taux de bancarisation dans notre pays n'excède pas les 40%. Donc vous voyez qu'il y a un gap très important, notamment pour les particuliers. Il y a aussi cette masse monétaire qui est en circulation dans le domaine informel qu'il va falloir capter. Et puis surtout, il va falloir travailler sur l'effet d'éviction. Aujourd'hui, les banques, vous savez, ce sont avant tout des entreprises, des centres de profit. Donc, lorsqu'elles voient que vous avez des bons du trésor ou des obligations qui ont un meilleur rendement qu'un crédit bancaire avec une surexposition au risque, elles vont dévier leur mission du financement de l'économie pour aller plutôt vers des placements qui sont garantis et qui offrent de meilleurs rendements. Donc là aussi, je pense qu'il y a tout un travail de fond à faire en impliquant évidemment la Banque centrale. Mais si on doit résumer et schématiser ce rapport, il est globalement satisfaisant. Il démontre d'une solidité et d'une viabilité du système bancaire. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'économie nationale. Merci Nazim Sidi. Restez avec nous. Brahim Gendouzi, l'année 2024 a également enregistré une stabilisation au niveau de la solvabilité avec une hausse de 12% du résultat dette porté par une dynamique économique
observés durant la période sous revue. Ceci devrait essentiellement rejaillir sur la dynamique du crédit. Mais du crédit pour qui et pour quel secteur prioritairement? Alors, tout d'abord, il y a lieu de signaler que la croissance économique en Algérie en 2024 a été de 3,6%, alors que dans le monde, la moyenne a été de 3,3%. Donc, c'est un aspect favorable et intéressant. Deuxièmement, la croissance économique hors hydrocarbures a été forte, de 4,5%, Oui. et c'est ce qui explique justement l'octroi de crédit, la croissance du système bancaire financier. C'est parce qu'en arrière-plan, il y a une croissance économique dynamique du secteur hors hydrocarbures, ça veut dire que c'est des services, c'est l'agriculture, c'est l'industrie, etc. Il y a une bonne dynamique économique. Et puis, troisièmement, il y a une maîtrise de l'inflation. Nous sommes à 4%, même un peu moins, légèrement un peu moins. Néanmoins, on peut dire 4% pour l'année 2024. C'est un facteur essentiel, l'inflation. Ce qui fait que le système financier se porte bien dans ce cas. Il y a une plus forte croissance du crédit à l'économie, des crédits à l'État aussi, parce qu'il y a des projets importants initiés par le pouvoir public. Et enfin, la Banque d'Algérie, il y a un mois de cela, a relâché sa politique monétaire, Oui. c'est-à-dire rendre le crédit plus accessible, plus large. De 25 Le points, directeur pardon. est passé à 2,75% et le taux de réserve obligatoire est passé de 3 à 2%, ce qui fait que les banques ont eu le feu vert pour donner plus de crédit. Et je pense que c'est surtout, il faut aller vers les PME, les petites et moyennes entreprises qui ont un besoin énorme de financement. Il y a de plus en plus d'investissements, de plus en plus de PME. Et je pense que les banques gagneraient plus à aller vers les PME. C'est des sources de croissance à moyen terme. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut renforcer le système monétaire financier. Merci Brahim Gendouzi. Idriss Sassi, alors, est-ce que le secteur bancaire algérien est bien outillé pour sortir en quelque sorte de sa zone de confort? Est-ce qu'il doit se jeter à corps perdu dans la bataille du financement, de l'investissement et de l'économie, mais aussi aller chercher ces flux monétaires qui circulent dans cette fameuse sphère, cette bulle de l'informel et de l'économie non régulière? Alors, à mon avis, c'est l'étape suivante à franchir. Exactement. Alors, on va parler du contexte algérien dans lequel nous vivons. Et à mon avis, donc, les banques, elles ont un rôle majeur parce que c'est notre économie qui est faite ainsi depuis très longtemps. Il y a d'autres leviers. On parlait tout à l'heure un petit peu de la bourse et d'autres leviers dont peut-être je vais rappeler l'évolution, je pense, où on va aller. Alors, les banques algériennes, elles ont des défis. D'abord, des défis internes, ça veut dire qu'il faut mettre en place des politiques de modernisation. Je parle des systèmes d'information, de la formation du personnel et la mise à niveau en termes de conformité. Et puis, quand on dit mise à niveau en termes de conformité, il est très important pour que nos banquiers comprennent exactement c'est quoi la conformité, c'est-à-dire ce n'est pas dire non à toutes les opérations, etc., parce qu'il y a eu certains risques qui ont émergé depuis quelques mois et il faut former les gens pour ne pas freiner cette dynamique de bancarisation qui est en cours. Parce que refuser des clients, etc., c'est problématique. Donc, formation sur la conformité. Le front office dans nos banques, il doit sérieusement aller vers une modernisation. Les systèmes d'information permettent de donner plus de temps aux agents pour justement faire réfléchir à proposer des produits. Peut-être le bouchon plus loin, Idriss Sassi, le front office de 2025, c'est surtout un front office virtuel. Exactement, exactement. C'est une étape. Il y a les banques électroniques, il y a des textes qui sont sortis. Donc en tout cas, ce socle qui est la banque classique en Algérie, qui restera à mon avis pendant longtemps, est très important. Maintenant, si on parle de financement, à mon avis, donc, la banque algérienne spécialement peut être une force. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'en termes d'investissement et de prise de risque,
Aujourd'hui, l'évolution, c'est que c'est les fonds d'investissement qui investissent. En termes d'investissement, ce n'est plus les sociétés. Donc c'est une évolution. Ce n'est pas la société, je parle des grandes sociétés, qui décident d'ouvrir une usine ici ou là-bas. L'influence maintenant pour la décision, la prise de décision pour l'investissement, c'est les fonds d'investissement. Et les fonds d'investissement préfèrent se mettre en collaboration avec des banques classiques. Pourquoi? Parce que la banque classique, qui a la capacité de donner, de structurer, donc de donner vie en termes de risque à un crédit, elle peut donner 30%, donc les fonds vont suivre. Donc la banque, dans notre environnement, peut être un très grand levier par ses propres moyens, mais surtout pour donner confiance en termes de prise de risque pour les vrais décideurs dans l'investissement qui sont les fonds d'investissement. Aujourd'hui, la tendance… Les gros bailleurs de fonds. Exactement. Oui. La tendance actuellement vers l'investissement, le développement de l'investissement, c'est les fonds d'investissement. C'est très important. On a vu la création récemment d'un fonds d'investissement pour les startups. Oui, africain, il y a un fonds d'investissement africain qui va aussi être annoncé au niveau africain. Donc c'est cette tendance qui est que les levées de fonds, il y a des instruments spécifiques, spécialisés, des plateformes. Ce n'est pas un petit peu le métier de la banque classique, oui. Mais la banque classique, c'est un moteur. Une banque en Algérie aujourd'hui, si elle se met derrière un client algérien, il peut lever des fonds, il peut prendre des marchés à l'extérieur, etc. Donc, ne pas réfléchir que capacité intrinsèque de financement de la banque, mais s'ouvrir à ces possibilités pour structurer plus et démultiplier les possibilités de financement. Merci Dessassi. Nazim Sini, pardon, je reviens vers vous parce que vous avez pointé du doigt vous-même cette particularité dans laquelle vit le système bancaire algérien, qui est celui justement d'avoir en face une niche, une bulle d'économie informelle qui draine des sommes importantes d'argent qu'il va falloir bancariser d'une manière ou d'une autre. Nazim Sini, quels sont les outils de la banque algérienne pour se lancer dans cette bataille? Écoutez, pour moi, c'est une question qui est extrêmement vaste et qui nécessite plusieurs approches ou plusieurs réponses. D'abord, vous savez, il faut impliquer des politiques publiques, je pense, incitatives, attractives en matière d'amnistie fiscale. Parce qu'en fait, quel intérêt aurait un particulier ou même une entreprise ou même un commerçant, si on doit élargir le spectre de la masse monétaire informelle, quel intérêt ils auraient à rapatrier les immenses sommes qu'ils possèdent vers le système bancaire? Si ce n'est qu'il faut leur donner d'abord des gages de garantie qu'ils n'auront pas de redressement fiscal. Donc ça veut dire c'est impliquer les services du Trésor. Et vous avez raison, je pense qu'un des maillons essentiels, c'est évidemment le rôle de la banque. Le rôle de la banque en quoi? D'abord, il faut qu'elle améliore son système de gouvernance. Il faut que nos banques soient des banques du 21e siècle, avec des outils digitaux, avec des agents, j'allais dire, avec de l'intelligence artificielle, qui peuvent répondre 24 heures sur 24 sur un site internet. Ce sont aussi, comme vous dites, une ingénierie financière où l'on propose pas uniquement des comptes de dépôt, mais aussi des placements pour faire fructifier justement l'argent qui est des déposants. C'est également aussi développer d'autres services, le leasing, l'affacturage. C'est aussi garantir que cet argent soit d'abord disponible, qu'il soit aussi accessible, parce que c'est ça qui pose problème aujourd'hui à la plupart des agents économiques. Pourquoi, à votre avis, la plupart des salariés en Algérie, lorsqu'ils perçoivent leur salaire, accourent au guichet pour retirer cet argent? Parce qu'ils n'ont pas encore confiance entièrement dans le système bancaire. Parce qu'ils vont voir qu'aujourd'hui, la plupart des commerçants n'ont pas de TPE. Parce qu'on n'a pas encore totalement développé le paiement électronique. Mais encore une fois, vous avez raison. Pour moi, un des maillons essentiels pour avoir une inclusion financière globale, c'est évidemment le rôle de la banque. Et la banque, elle doit moderniser non seulement son image, mais aussi ses activités. Ça veut dire qu'il y a une remise en question profonde des méthodes et également des outils de la banque. Pour moi, elle est outillée. Pourquoi? Vous avez des compétences au sein des banques, vous avez également l'ouverture à d'autres méthodes, notamment avec ce qui se fait en matière de normes internationales. Il y a une volonté interne aux banques. Maintenant, il va falloir effectivement trouver ou activer les leviers qui permettent, comme vous avez dit, d'aspirer cette masse monétaire pour la ramener vers le circuit bancaire. Donc, vous voyez, il y a énormément de travail à faire, mais encore une fois, il faut se laisser
du temps. Je pense qu'il faut travailler sur des mesures conjoncturelles et puis avoir le temps long, c'est-à-dire des mesures un peu plus structurelles. Mais encore une fois, je vous assure que si on arrive à transformer ce pari et à réussir ce pari-là, d'attirer cette masse monétaire, vous verrez qu'on va avoir une progression quasi mécanique et arithmétique de notre PIB parce qu'on n'a pas encore idée de l'immensité de l'argent qui est en circulation, encore une fois, qui est liée surtout à des blocages psychologiques. Donc, œuvrons pour lever justement ces craintes et ces appréhensions. Merci Nazim Sini. Sofiane Mazari, alors dans une économie mondiale, on proie aux perturbations d'ordre endogène ou exogène, qu'importe, justement, que nous connaissons tous d'ailleurs, que signifie pour les opérateurs économiques et pour l'État d'avoir un secteur bancaire suffisamment capitalisé? Alors d'abord, cette capitalisation importante donc, des banques locales dénote des capacités financières de ces banques-là et de la solidité financière de ces banques-là. Et on peut le voir, nous avons vu dans le rapport par exemple de la Banque d'Algérie qui a noté des ratios de solvabilité, le ratio de solvabilité moyen de la place bancaire algérienne est vraiment au diapason des grandes places bancaires internationales. Et ça, c'est également dû à une supervision et une gestion prudentielle de la part de la Banque centrale très rigoureuse qui a été menée ces dernières années. C'est ce qui a permis un peu de renforcer ces capacités financières de ces banques. Maintenant, ça va donner également la possibilité à ces banques de renforcer leur capacité de distribution du crédit. Oui. Donc ça va leur permettre de donner plus de financement. Et ça, c'est très important parce que ça va leur permettre d'accompagner cette dynamique économique qui s'installe, parce que ce n'est pas les banques qui font l'économie. Les banques vont accompagner la dynamique économique. Il y a une dynamique économique, il y a des investissements sur la place. Maintenant, il faudrait éviter un certain nombre d'effets d'éviction qui peuvent être créés ici et là par des mécanismes qui sont mis en place qui pousseraient le financement de certains secteurs qui ne soient pas très productifs par rapport à d'autres, etc. Ou avantager certains opérateurs économiques par rapport à d'autres. Mais il faudrait également, veiller à ce qu'il y ait une allocation des ressources disponibles sur le marché bancaire de manière à ce que ces ressources-là soient affectées à des projets productifs et puis surtout encourager l'investissement dans certains secteurs, la PME, les start-up, les services, là où l'industrie manufacturière, etc., là où il y a, des gisements importants donc, de croissance. Et si vous permettez, j'aimerais revenir... Juste après une courte pause, Sofiane Mazari, si vous le permettez, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Juste après ça, restez avec nous. Nous sommes de retour dans les pros de l'écho. Deux sujets sont débattus ce soir. D'abord, le secteur bancaire algérien qui réalise de bonnes performances en 2024, puis le couple franco-allemand qui se fissure depuis de longues années déjà sur le plan économique. Sofiane Mazari, vous aviez la parole, je vous la redonne. Effectivement, donc je voulais rebondir un peu sur les aspects liés à l'inclusion financière, où on a relevé dans le rapport de la Banque centrale donc un certain nombre d'indicateurs qui sont très positifs. On a évoqué la finance islamique, par exemple, également le paiement électronique. Monsieur Sini a évoqué un élément très important, c'est la dimension fiscale, parce qu'on a tendance à omettre cet aspect-là. Et puis, il y a également d'autres aspects qui ont été cités également, comme la débureaucratisation, la digitalisation, la facilitation d'accès, la levée des barrières, des entraves. C'est tout à l'heure à soulever un point qui est très important, c'est cette mise en conformité qui ne doit pas se faire au détriment de cette inclusion financière. Et donc, en réalité, c'est une problématique qui est très transversale
elle n'est pas purement bancaire. La banque a un rôle très important à jouer dans cette politique d'inclusion financière, mais il y a également une dimension fiscale, il y a une dimension technologique, il y a une dimension humaine, il y a une dimension légale et réglementaire, etc. Et c'est pour cette raison que moi, je pense personnellement qu'il serait très pertinent de mettre en place une espèce de stratégie nationale pour inclure toutes les parties prenantes, la Banque centrale également partie prenante, les banques, le marché financier est partie prenante, les associations, la société civile, parce qu'il y a cette dimension d'éducation financière qui est très importante, et s'assigner un certain nombre d'objectifs, parce que ça a des ampleurs un peu, c'est à peu près un peu plus du tiers de la monnaie qui circule en dehors des circuits bancaires, d'après le rapport de la Banque centrale, ce qui représente le quart du PIB algérien. Et tout ça, c'est de la monnaie. 80 et 100 milliards. C'est une perte de la force de la place bancaire. Et c'est pour ça que je voulais souligner un peu. Merci Sofiane Mazari. Brahim Guendouzi, un mot sur le dinar algérien qui s'apprécie tant bien que mal face au bonnet de référence pour 2 années consécutives. Que faut-il faire maintenant pour consolider cette dynamique et renforcer le dinar? Un dinar souvent victime, il faut le dire, des facteurs systémiques, inflation, masse monétaire en circulation ou encore réserve de change. Il y a 2 aspects dans votre question. La première est liée au dinar, taux de change nominal avec le marché d'échange tel que on le voit tous les jours, les opérations qui se font journellement. Et puis il y a une dimension moins connue, c'est le taux de change effectif nominal qui est déterminé par la Banque d'Algérie à travers les relations commerciales qu'entretient notre pays avec des partenaires et en fonction aussi également d'autres paramètres comme le prix du brut, pétrole brut, les réserves de change. Donc ça, je pense que c'est en termes de pouvoir d'achat, le dinar s'est stabilisé au cours de ces 2 dernières années. Il faut continuer à le stabiliser encore parce que la monnaie reflète l'économie réelle. Donc, si la croissance économique progresse, 2024 c'était 3,6% et hors hydrocarbures 4,5%. Si encore on améliore en 2025 et 2026, 2027, il n'y a pas de raison que le dinar soit, laissé dans une situation moyenne. Il va progresser, il y aura plus de stabilité, de réévaluation par rapport aux monnaies étrangères. Et ça dépendra de la croissance économique en réalité. Merci, professeur Guendouzi. Nazim Sidi, je vous pose une dernière question parce que vous devez nous quitter. La banque commerciale, on en parle beaucoup en Algérie, elle est présente, elle est dominante. Qu'en est-il de la banque d'affaires ? Est-ce qu'elle verra le jour? Je veux parler d'une banque d'affaires nationale, Nazim Sidi. Est-il temps d'aller vers ce chemin? Ça, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet limite d'une thèse, parce que vous avez sur le plateau M. Sessi et M. Mazari qui pourraient vous en dire pendant des heures sur ce sujet, parce qu'effectivement, en fait, si vous voulez, le problème de la banque d'affaires n'est pas d'ordre réglementaire. Je pense que c'est un problème de marché, d'attractivité du marché. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un marché pour voir éclore justement cette fameuse banque d'affaires à l'image de ce qui se fait dans d'autres pays occidentaux ou même dans d'autres pays du Moyen-Orient? Donc vous avez raison de soulever cette question parce que c'est une question qui est sous-jacente justement au développement de l'activité bancaire. Ça fait partie justement des branches et de la segmentation qu'offre une banque en matière d'offres. Donc moi je crois fondamentalement qu'on va devoir aller vers ce segment justement de la banque d'affaires. Faudrait-il encore que l'on ait des normes aux standards internationaux, également qu'il y ait un marché, qu'il y ait des clients, que l'on ait justement des compétences locales, c'est-à-dire des banquiers formés à ce type de service, parce que ce n'est pas du tout la même approche client entre banque commerciale et banque d'affaires, mais également aussi, je pense qu'il va falloir quelque part avoir un nivellement par le haut. Donc ça nécessite, je pense, de revoir notre formation professionnelle, également voir un peu, est-ce que, vous savez, on n'en parle pas souvent, mais j'ai vu très peu de banques collaborer entre elles, créer des joint ventures justement pour attaquer ce type de marché. Donc là aussi, je pense qu'il va falloir pousser un peu plus à ce que les banques puissent travailler ensemble, puissent coopérer, créer des synergies pour justement aller vers la banque d'affaires qui, pour moi, a un avenir très certainement
en Afrique du Nord et même dans notre pays, compte tenu de la taille de notre marché. Mais encore une fois, est-ce qu'il y a une volonté commune des clients, du marché, de la réglementation et des banques? C'est là toute la question. Merci Nazim Sidi pour vos éclairages et à très bientôt. À très bientôt, merci à vous. Idriss Sassi, en 30 secondes, si possible, pour pouvoir basculer au deuxième thème de la soirée, cette question de la banque d'affaires, vous en pensez quoi? Je pense que, contrairement à ce que disait Nazim tout à l'heure, je pense que le marché est très prêt pour justement les banques d'affaires. Est-ce qu'il est mature? Les grands projets, agriculture, aviation, etc., c'est la banque d'affaires. Effectivement, c'est un autre fonctionnement, c'est les levées de fonds. Et j'espère que sur le plan réglementaire, pourquoi pas via des JV peut-être interbancaires ou autres, sur le plan réglementaire, que cela puisse être mis en place parce que ça réduit le risque et ça gère de manière plus ciblée parce que c'est plus structuré, plus spécialisé et on en a besoin. Merci DSSI, nous en parlerons à une autre occasion. Mais il est temps pour nous de basculer sur le deuxième thème de la soirée, qui est ce moteur économique franco-allemand qui n'est plus ce qu'il était. Je vais me permettre de vous donner quelques chiffres qui illustrent bien cette problématique qui a été soulevée par de nombreux experts. Commerce bilatéral entre la France et l'Allemagne en 2024 atteint environ 183,8 milliards d'euros. L'excédent commercial de l'Allemagne en 2024 est de plus de 247 milliards d'euros. Le déficit commercial français est quant à lui à un niveau de 22,9 milliards d'euros, moins 8,9 milliards d'euros en ce qui concerne le déficit par rapport à l'Allemagne. Brahim Ghannouchi, je vais commencer avec vous. Quelles sont selon vous les raisons qui ont permis au moteur franco-allemand de ralentir aussi sérieusement? Y a-t-il un grain de sable dans la mécanique, comme on dit? Si oui, quel est-il? Alors, il y a plusieurs divergences entre l'Allemagne et la France, tout d'abord. La première divergence, ça concerne la politique budgétaire, c'est-à-dire un problème dans l'Union européenne, et puis c'est un problème entre Allemands et Français, puisque les Allemands défendent l'orthodoxie monétaire à travers la Banque centrale européenne, qui ont fait l'objectif numéro 1, c'est la lutte contre l'inflation, et deuxièmement, le respect des règles de Maastricht liées à l'endettement, au déficit budgétaire, ainsi de suite. Ça, c'est l'orthodoxie défendue par l'Allemagne et la Banque centrale européenne, alors que les Français sont beaucoup plus vers une politique de type keynésienne, déficit public, investissement à travers des accompagnements par le public, etc. Cette divergence existe et ça s'est exacerbé ces derniers mois. Deuxième divergence entre l'Allemagne et la France, c'est le dossier énergétique. Puisque depuis le conflit ukrainien, la France s'en tient au nucléaire, alors que l'Allemagne, qui avait la chance d'avoir le gaz russe à bon prix depuis de longues années, a perdu cela et paye aujourd'hui le prix du gaz 6 fois plus cher avec l'achat du GNL américain. Troisième divergence, elle est de type géopolitique et liée à la crise ukrainienne. Quelle aide? Comment se fera l'aide accordée à l'Ukraine? Il y a une divergence entre l'Allemagne et la France. Et enfin, quatrième divergence, c'est sur la défense. Autant les Allemands sont prêts à accepter l'OTAN, continuer avec l'OTAN, autant un pays comme la France et d'autres pays européens veulent une politique de défense européenne qui suppose de nouveaux investissements, une autre stratégie, notamment par rapport à leurs partenaires essentiels qui sont les États-Unis. Donc on remarque l'ensemble de ces divergences ont fait qu'au sein de l'Union européenne aujourd'hui, il y a un problème dans la gouvernance de l'Union européenne, il y a un problème dans le leadership de l'Union européenne. Il y a des divergences aussi sur le plan commercial, puisque depuis l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne, la France se sentit un peu lésée par rapport
compte tenu de cet accord commercial qui arrange beaucoup plus les Allemands que les Français. Très bien, merci professeur Gendouzi pour ce constat. Idriss Essay, est-ce que vous êtes d'accord avec ce tableau dressé par le professeur Gendouzi? De mon côté, je constate, nous constatons, nous observateurs, que ce sont des écarts qui se sont plutôt réduits avec le temps. Est-ce que ce ne serait pas plutôt le passage à une seconde phase d'une Europe de normes et de techniques qui a eu raison de cette alliance avant tout industrielle? C'est ce qu'on a connu d'abord. Alors oui, effectivement, on va en parler sur ce point précis, mais comme l'a expliqué M. Gendouzi, ce n'est pas qu'un grain de sable, mais c'est des frictions structurelles et géopolitiques qui ont donc conduit la trajectoire énergétique n'est pas la même. Donc l'Allemagne, c'est le gaz russe, la France, c'est le nucléaire. Et derrière donc, ces deux divergences primordiales, c'est aussi les postures géopolitiques par rapport aux crises européennes comme les sanctions, puisque la France avait dès le début lancé une série de sanctions contre la Russie. Et donc elle touche directement la compétitivité industrielle de l'Allemagne parce que l'énergie, elle coûte plus cher et donc il y a des problèmes de logistique, de sourcing pour l'économie allemande. Approvisionnement. Et puis plus globalement, il y a des problèmes structurels aussi allemands, donc il ne faut pas que toucher. Donc en termes de compétitivité technologique, pour revenir à l'industrie, l'Asie du Sud-Est par rapport aux semi-conducteurs et tout ce qui se passe, même s'il y a un petit peu le rôle des États-Unis qui a un petit peu accentué la problématique d'approvisionnement, donc de fluidité par rapport à cette ressource, mais la montée chinoise remet en cause cette compétitivité déjà fragile. Donc, un redéploiement peut-être, mais je pense que dans un avenir pas très loin, les Allemands devraient imaginer d'autres positionnements dans ce créneau, donc peut-être ne plus fabriquer de la même façon, peut-être externaliser ou aller vers des secteurs où il y a plus de valeur ajoutée, parce que l'Allemagne, c'est un pays très anciennement industrialisé, ne peut pas se positionner sur des chaînes de valeur à faible coût et à plus grande main-d'œuvre comme les pays de l'Asie et de l'Afrique du Nord, ou l'Afrique en général. Donc c'est aussi un problème allemand. Sauf qu'il poursuit sa politique de ce qu'on appelle de hinterland, c'est-à-dire de délocalisation de pans entiers de ces chaînes de valeur. Exactement. Vers des pays où la main-d'œuvre coûte beaucoup moins cher. Donc le couple franco-allemand, il y a beaucoup de frictions et la solution peut-être, comme vous disiez, peut-être à l'échelle européenne, on verra bien, mais les choses ne se posent pas très bien. Sofiane Mazari, la politique énergétique a beaucoup joué. Les deux pays ont été, sacrifiés sur l'autel, Brahim Gendouzi l'a dit, du conflit en Ukraine et se sont débarrassés du gaz russe. Bonne ou mauvaise chose, je pense qu'on a eu le temps d'avoir la réponse. L'un s'est tourné vers le renouvelable, hormis le GNL américain, le gaz algérien également, ou autre. Et d'autres ont essayé de se recentrer sur le modèle nucléaire. Est-ce la principale raison de ce délitement, le facteur énergétique selon vous? Ça y est pour beaucoup, parce qu'il faut remonter un peu dans le temps. À l'époque de la crise du gazoduc Nord Stream 2. Oui. Et donc ça a commencé un peu à l'époque. Et à l'époque, les Allemands avaient même anticipé, quand il y avait le début de crise, ils avaient même anticipé cette perturbation des approvisionnements en termes de gaz. Et ils ont commencé à redéployer ou à réinvestir ou rouvrir même certains moments. Ils avaient même réactivé les centrales à charbon. Donc ils ont acheté beaucoup de charbon. Ça a fait grimper le prix du charbon à l'international, etc. Donc ça y est pour beaucoup. Mais effectivement, il y a une dimension politique qui est très importante parce qu'il y a eu un déphasage entre les politiques prônées, que ce soit à l'international ou même en interne,
par les Allemands et par les Français. Et donc l'entente qui a longtemps duré entre les deux pays qui a donné lieu à de belles réalisations. Souvenez-vous, messieurs ADS, ce qu'a représenté pour le secteur aéronautique. Il y avait une complémentarité entre les deux économies. Et puis il y avait l'Espagne dedans, oui. Et la force, disons, de l'économie allemande, c'est cette forte industrialisation et cette forte capacité dans le domaine des industries à très forte valeur ajoutée. Oui. Ça, c'est la porte de sortie de l'économie allemande. Par contre, l'économie française n'a pas tout à fait les mêmes atouts. Pour elle, c'était plutôt les industries où il y a une valeur ajoutée, disons, de valeur moyenne ou là, même très faible. Et c'est pour cette raison agroalimentaire, l'électroménager. Voilà. C'est pour cette raison que toutes les délocalisations qui ont eu lieu en Asie ont très fortement impacté, un peu plus peut-être les Français que les Allemands. Mais ce qui a en réalité perturbé, disons, les schémas ou les plans allemands surtout, c'est d'abord la faiblesse, la baisse de la demande chinoise, parce qu'il faut se rappeler que la demande chinoise ne cesse pas de baisser. Elle arrive à la croissance chinoise. Une baisse de croissance, mais surtout, elle arrive à s'auto-alimenter en termes de produits. Et puis, il y a un acteur qu'on a oublié de citer, c'est les États-Unis. Non, on n'a pas oublié de citer, c'est la prochaine question. Les États-Unis, avec la politique de Trump, les tarifs, la baisse, la Fed vient de faire baisser les taux d'intérêt sur le dollar, donc à 3,75, je pense, ils étaient à 4. Et tout ça, c'est dans une optique de recentrer un peu ou d'attirer, disons, les partenaires commerciaux vers les États-Unis d'Amérique. Les investissements. Et c'est, à vrai dire, la politique américaine a complètement perturbé toute l'Union européenne. Et en réalité, ça a démontré également une petite, disons, faiblesse des relations qui n'étaient pas aussi fortes qu'on le pensait. Et chaque pays a commencé à essayer de trouver des solutions par lui-même. Il y a certains pays qui s'en sortent très bien, comme l'Italie. Mais l'Allemagne, qui peut, disons, renégocier avec déjà les Américains pour relancer un peu leur industrie en faisant une petite opération de réingénierie du tissu industriel allemand, mais par rapport à l'économie française qui, en plus de cela, une dette publique qui est très importante. On voit bien la crise sur la dette publique et une instabilité politique qui empêche le gouvernement français de se poser sur ces dossiers-là pour essayer de trouver des terrains d'entente. Et tout cela donc a fait que, en réalité, ça a démontré que les relations franco-allemandes, qu'elles soient sur le plan disons, géopolitique, donc les relations internationales avec les partenaires de ces pays-là, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne, mais également les politiques menées en interne, parce que même en Allemagne, il y a eu plusieurs changements de politique interne. Tout ça a créé cette instabilité qu'on est en train de voir aujourd'hui. Très bien. Raïm Gendouzi, quel rôle ont joué les États-Unis, selon vous, dans la perte de confiance économique entre ce couple qu'on croyait plus solide que cela? Est-ce que les États-Unis se sentent immiscés en quelque sorte dans ce couple et ont permis cette séparation? Je ne sais pas si le mot est adéquat ou pas, mais sur le plan économique, c'est ce qu'on constate de plus en plus. Rapidement, si vous le voulez bien, professeur. Alors, les États-Unis, je pense qu'ils ont une nouvelle vision du monde. Une vision axée sur leur propre économie, une vision axée sur l'abandon progressif du multilatéralisme et l'abandon des structures des Nations Unies à travers le retrait progressif des financements qu'ils donnent. Et cette stratégie des États-Unis pénalise en premier lieu les Européens, qui sont leurs alliés, à travers donc, la recherche d'autres équilibres. Le président Trump essaie de faire et de trouver une stratégie qui convient pour les années à venir aux États-Unis en dehors de leurs partenaires européens, parce que l'Union européenne est jugée trop bureaucratique par rapport à la vision américaine. Et la perte de confiance par rapport aux partenaires américains
fait que au niveau de l'Union européenne, chaque pays membre essaie de trouver la solution qui lui convient par rapport à ses contraintes, par rapport à ce qu'il cherche avec les États-Unis et par rapport aussi au monde qui se reconfigure à travers un sud global de plus en plus présent et de plus en plus organisé. Par rapport à l'offensive de l'Asie, 40% du commerce mondial maintenant c'est l'Asie. Et enfin, par rapport à la financiarisation qui existe dans le monde et les perspectives qui se dessinent dans le cadre de la dédollarisation, tous ces phénomènes, tous ces aspects font que le monde change, est en mouvement, est en mutation, et l'Union européenne n'arrive pas à trouver les ressorts pour pouvoir s'adapter, puisque chaque pays essaie d'avoir sa propre position. Mais les conflits, les divergences sont là, divergences sur le plan de la sécurité de l'apport des pays européens, divergences sur le plan énergétique, divergences sur le modèle industriel, puisque autant les Allemands dépendent d'un système industriel classique, compétitif avec l'Europa, autant les Français, les Italiens, les Espagnols veulent aller vers des modèles axés sur les points forts à forte innovation, Très bien. etc. Donc ces divergences sont importantes et sont présentes actuellement. Merci, professeur Idriss Sassi. 30 secondes également. Peut-être pour la question qui nous intéresse le plus, nous, Algériens, face au hub asiatique et africain, quel maillon de la chaîne de valeur France-Allemagne, ils sont déjà condamnés à migrer. Quel impact sur les emplois industriels? Très rapidement, s'il vous plaît. Impact, c'est une tendance lourde. Alors, ce n'est pas que l'administration Trump, c'est depuis Joe Biden que ça a commencé. Ouais. Et donc, les industries qui étaient à forte valeur ajoutée ne le sont plus. L'industrie chimique allemande, qui est très connue, n'est plus attractive comme avant. Ouais. Donc, c'est une tendance lourde. Et c'est donc la délocalisation, que ce soit vers les États-Unis, qui ont une diplomatie très forte pour attracter les investisseurs, ou bien vers d'autres zones comme l'Asie, comme vous le dites. Mais je pense beaucoup à l'Afrique du Nord. Les États-Unis qui ont beaucoup contribué quand même à un affaiblissement du secteur industriel allemand, ne serait-ce que par certains scandales. Souvenez-vous, Volkswagen aux États-Unis. Effectivement, sur le plan, Dieselgate, exactement, sur le plan international. Après, est-ce que je pense personnellement, après que l'Allemagne a souffert aussi de l'Europe, entre parenthèses, qu'il a contenu trop de normes, moins de compétitivité. C'est un débat, effectivement, mais après les dés sont joués entre parenthèses. Nous, en tout cas, dans notre région, je pense qu'il y a une opportunité pour que nous puissions capter un flux via l'Allemagne ou bien via les États-Unis pour l'Allemagne et autres. Il y a des flux qui vont très certainement s'accélérer et nous serions très ravis de les recevoir. Merci Idriss Sassi d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et également Sofiane Mazali. Je rappelle tous les deux experts économiques, banquiers, experts en finance pour vous, Sofiane Mazali. Merci au professeur Brahim Gendouzi, économiste. Et merci à Nazim Sini qui était avec nous lors de la première partie de l'émission. Merci à vous, mesdames et messieurs, de rester fidèles aux pros de l'écho et à la semaine prochaine. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.